Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du déclin d'une espèce connue, les oiseaux. Notre invité qui a eu la gentillesse de nous accorder de son temps se nomme Thierry Langagne. Il fait partie de la LPO, l'association de la Ligue de la protection des oiseaux de l'Ain. Thierry Langagne est aussi chercheur en écologie à l'université. La LPO de l'Ain a été fondée en 1912. Elle contribue à la protection de l'environnement français. Bonjour Thierry Langagne. Bonjour. Alors la première question concerne une étude publiée par la LPO. Elle révèle que la rapace, de même que la chouette chevêche, recule en Auvergne-Rhône-Alpes. La chouette effraie également, appelée effraie-clocher, se raréfie en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette étude est datée du 21 décembre 2020 et nous l'avons trouvée sur LPO Actualité. Notre question, qu'est-ce qui entraîne cette raréfication ? Là, vous parlez de deux espèces de chouettes, la chouette chevêche et l'effraie des clochers, qui sont deux espèces qui sont commensales de l'homme, c'est-à-dire qui vivent souvent près des habitations. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui impacte beaucoup ces animaux, c'est la recherche d'un gîte, c'est-à-dire d'un endroit où elles vont pouvoir rester pendant la journée, puisque ce sont des oiseaux qui sont plutôt nocturnes, et où elles vont pouvoir nicher. Pour l'effraie, elle avait l'habitude de nicher dans les granges et surtout dans les églises et dans les châteaux. Et il se trouve que, avec entre autres l'arrivée des pigeons, mais aussi des oiseaux comme les choucas, on a eu tendance ces 30 dernières années à fermer et à grillager tous les clochers de France et de Navarre. Ce qui veut dire que d'un seul coup, les effraies ont vu disparaître l'endroit où elles pouvaient nicher. Et donc, s'il n'y a plus de nids, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de reproduction et les populations s'effondrent. Pour la chouette chevêche, c'est un oiseau qui niche aussi près des maisons, dans les hangars, mais qui en plus se nourrit beaucoup d'insectes. Or, vous savez probablement que l'usage d'insecticides de manière très intensive en agriculture a fait s'effondrer complètement les populations d'insectes, et ça c'est dans toute l'Europe, puisqu'il y a des études qui l'ont mesuré. Et donc, ce qui veut dire que pour la chouette chevêche, en plus de voir disparaître son gîte lorsqu'on l'empêche d'accéder à des bâtiments pour nicher, eh bien, elle voit aussi sa nourriture disparaître. Et puis, il y a un deuxième facteur ou un troisième facteur qui est très important pour ces deux espèces, c'est que ce sont des oiseaux nocturnes qui se déplacent beaucoup en volant au ras du sol. Et je pense qu'il vous est déjà arrivé de voir des oiseaux écrasés, morts au bord des routes, parce que les routes sont un facteur de mortalité très important pour ces deux espèces. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer cette raréfaction. Et comme vous l'avez constaté, ce sont tous des facteurs humains. Donc c'est à l'humain d'aménager aussi ses habitudes pour éviter cette raréfaction. Voilà, et par exemple, la LPO a mis en place des campagnes de pose de nichoirs, puisque je vous ai dit que c'était un des gros problèmes pour ces deux espèces, et de pose de nichoirs pour accueillir ces animaux qui sont par ailleurs des auxiliaires intéressants de l'agriculture, la chouette effraie, par exemple, mange quasiment exclusivement des rongeurs contre lesquels on lutte par ailleurs. Donc avoir un couple de chouettes effraies quand on est agriculteur, c'est intéressant, comme avoir un couple de chouettes chevêches qui va manger beaucoup d'insectes. Nous avons une autre question. Le document est daté du 3 avril 2021 et c'est toujours sur LPO Actualité. Cet article dit que les voltigeurs de l'été sont en danger. Notre question, quelles sont les conséquences du déclin de cette espèce ? Quelles actions peut-on faire pour éviter ce déclin ? Ces voltigeurs de l'espace, les martinets, sont des oiseaux déjà complètement extraordinaires. On les confond assez souvent avec les hirondelles. Si vous levez les yeux, si vous habitez en ville ou dans un village, vous en avez très probablement. Ce sont des oiseaux qui sont un peu plus grands que les hirondelles et qui parcourent les rues en criant avec un cri très strident. Et c'est des oiseaux qui sont extraordinaires parce qu'ils passent quasiment toute leur vie en vol. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pratiquement jamais. Les seuls moments où ils se posent dans leur vie, c'est dans leur nid pour élever leurs poussins. Et sinon, ils boivent en volant, en rasant la surface de l'eau. Ils s'accouplent en vol, ils dorment en vol, en mettant au repos la moitié de leur cerveau et en faisant en sorte que l'autre moitié gère les paramètres du vol. Bref, ils font des dizaines de milliers de kilomètres en vol et on estime que sur une vie, un martinet aura parcouru 5 millions de kilomètres en vol. 5 millions de kilomètres, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais imaginez quand vous gardez une voiture très longtemps, pendant 10 ans ou 15 ans, elle a fait 250 000 kilomètres, quoi. Eh bien, eux font 5 millions de kilomètres durant leur vie. Et donc, ces oiseaux, lorsqu'ils disparaissent, eh bien, c'est des mangeurs d'insectes.
en particulier des moustiques, et de toutes les espèces de type diptère, donc mouches qui se déplacent en vol. Et donc forcément, ils ont un impact important dans la régulation naturelle des populations d'insectes. Donc c'est une des conséquences importantes. Et puis, j'ai envie de rajouter, moi j'y suis très sensible parce que je travaille donc en écologie et plus particulièrement sur les systèmes de communication chez les animaux. Ces martiniers qui crient dans nos villes quand ils reviennent d'Afrique à partir de début mai, c'est aussi presque un patrimoine sonore de nos villages. Lorsque les premiers martiniers arrivent, en général c'est la dernière semaine d'avril ou la première de mai, immédiatement on sent l'été revenir, même si cette année c'est un été un peu particulier avec de la pluie tous les 2 jours pour l'instant, mais on sent vraiment l'été revenir et c'est vraiment notre patrimoine sonore également, quoi. Et puis pour votre dernière question, c'était sur quelles actions peut-on faire pour éviter le déclin. Eh bien, pour les martinets, une assez grosse partie du déclin est liée au fait que ce sont des oiseaux qui nichent sous les tuiles, donc sur les avancées de toit, et que ces avancées ont de plus en plus tendance, avec la rénovation des bâtiments, à être bouchées, et donc ils n'ont plus d'endroit pour nidifier. Et là encore, l'ALPO a développé des nichoirs spécifiques aux martiniers, qui sont des nichoirs très plats qu'on installe juste sous l'avancée du toit, pour permettre aux oiseaux de continuer à nicher chez nous. Là aussi, c'est un facteur humain. Et là aussi, c'est un facteur humain, effectivement. Oui, pour le martinier, tout à fait. Et il faut imaginer que quand on parle de déclin de ces espèces, depuis les années 90, le martinier a perdu presque 40% de ses effectifs. C'est-à-dire que si vous avez 10 oiseaux, eh bien, il n'en reste plus que 6. Donc c'est quand même un effondrement très important et les hirondelles ont un peu le même problème, avec un véritable effondrement aussi. Ensuite, on a encore un article de la LPO Actualité daté du 15 février 2021. 40 ans après, le pétrole du Tanyo pollue encore. Notre question, c'est comment cette catastrophe se répercute sur les oiseaux marins? Quelles sont les conséquences pour eux? Le Tanyo, c'était donc un pétrolier malgache qui a fait naufrage au large de la Bretagne en 1980 et qui avait une énorme livraison de fioul lourd qui partait en Allemagne et je crois aussi en Italie. Lorsqu'un pétrolier comme ça fait naufrage, ça veut dire que le pétrole qu'il contient dans les soutes se répand dans la mer. Une des conséquences, c'est que ce pétrole se fixe sur le plumage des oiseaux. Le plumage des oiseaux perd son imperméabilité. C'est-à-dire qu'un oiseau, on ne le sait pas tous, ça vit à une température de 40 degrés, donc c'est un corps assez chaud, et le plumage est un isolant. C'est un peu comme les vêtements pour nous. Lorsque les oiseaux sont en mer, pour tous les oiseaux marins, les mouettes, les goélands, les guillemots, les macaremoines, lorsque l'oiseau se baigne en mer, le plumage est un isolant et ce plumage, pour avoir ce rôle d'isolant, les oiseaux l'entretiennent, passent de longues heures à l'entretenir et en particulier à l'enduire d'une substance un peu graisseuse qui va lui permettre de rester imperméable. Et lorsque le pétrole se fixe sur le plumage des oiseaux, immédiatement les plumes s'agglutinent et se collent les unes aux autres et perdent leur pouvoir imperméabilisant. Les oiseaux ont le plumage qui immédiatement est complètement trempé et ne peut plus jouer ce rôle de protection thermique et donc l'oiseau passe son temps à grelotter et à avoir froid. Il ne peut pas conserver une température de 40 degrés. Donc ça, c'est le premier gros effet sur les oiseaux. Et le deuxième effet, c'est que lorsque la mer est entièrement couverte de pétrole, ce qu'on appelle une marée noire, les oiseaux qui sont posés à la surface de la mer ou qui plongent en mer pour récupérer du poisson absorbent du pétrole. Et cette absorption de pétrole, le pétrole c'est toxique, eh bien ça les intoxique. Donc c'est les deux grosses conséquences pour eux qui font que on a des dizaines de milliers d'oiseaux qui meurent lorsqu'il y a une marée noire. Ensuite, on a encore un article de la LPO Actualité daté du 23 avril 2021. La LPO recommande de ne plus tailler les haies ni d'élaguer les arbres entre fin mars et fin juillet afin que les oiseaux puissent nidifier en paix. Notre question est, comment reconnaissez-vous la fin de la saison de la nidification des oiseaux? Moi, je vais retourner une question. C'est quand est-ce que nichent les oiseaux? Printemps, non? Oui, au printemps, oui, printemps, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'ils nichent au printemps? Est-ce que vous savez? Parce que c'est les beaux jours, donc oui, du coup, il commence à faire plus chaud. Oui, alors il commence à faire plus chaud et du coup, on a un gros développement à la fois des plantes et à la fois des insectes. Oui, donc il y a plus de nourriture pour eux. Oiseaux, voilà. Et la plupart des oiseaux de chez nous sont des oiseaux insectivores
parfois granivores. Et dans les deux cas, en tous les cas, le maximum de nourriture disponible, c'est au printemps. Et nicher, ça veut dire avoir un nid avec 3, 4, 5 poussins à nourrir. Une mésange charbonnière, elle a souvent 12 poussins à nourrir. Et donc, pour nourrir 12 bouches affamées et les faire grandir très très vite, puisque les poussins de mésange charbonnière, ils vont quitter le nid après, grosso modo, 18 jours d'élevage. Donc, en 18 jours, ils passent du stade minuscule poussin qui sort de l'œuf à un oiseau qui est entièrement plumé qui s'est volé. Et donc, vous imaginez la quantité de nourriture qu'il faut pour nourrir 12 poussins, le tout en 18 jours. Et donc, l'évolution a sélectionné les choses pour que petit à petit, l'éclosion des œufs ait lieu précisément au moment où il y a le plus à manger dehors. Et ça se passe au printemps. Et les choses sont très bien synchronisées. Et donc, évidemment, lorsque on coupe les haies au printemps, et on a des machines maintenant qui, on va dire même, ratiboisent complètement les haies, eh bien, il y a plein d'oiseaux qui sont en train de nicher dans ces haies, qui d'un seul coup voient leurs petits disparaître, leur nid disparaître, quand c'est pas eux-mêmes qui sont avalés par la broyeuse. Donc c'est pour ça qu'on recommande de ne pas broyer les haies et de ne pas tailler les haies au printemps, parce que c'est le moment où les oiseaux se reproduisent, où ils ont établi leur nid dans ces haies. Et donc s'il y a des nids dans la haie et que les haies sont avalées par la machine, eh bien il n'y a plus de reproduction. Et donc pour savoir quand est-ce que se termine la saison de reproduction, eh bien il faut connaître ce cycle-là, qui est que quasiment tous les oiseaux de chez nous se reproduisent au printemps. Certains commencent assez tôt, comme le rouge-gorge qui peut se reproduire dès le mois de mars, ou comme le hibou grand-duc qui pond ses œufs au mois de janvier. Et puis, on a quand même d'autres oiseaux qui arrivent d'Afrique beaucoup plus tard. Tout à l'heure, je parlais des martinets qui vont arriver la dernière semaine d'avril dans le département de l'Ain. On a des oiseaux comme le rossignol qui vont aussi arriver à partir de mi-avril ou début mai. Et donc forcément, ces oiseaux-là, le temps qu'ils arrivent, qu'ils chantent, qu'ils trouvent un partenaire, qu'ils s'accouplent, qu'ils construisent le nid, la reproduction va se dérouler en mai et en juin. C'est pour ça que pour ces oiseaux, on recommande de ne pas élaguer et de ne pas tailler les haies entre début mars pour les premiers reproducteurs, comme le rouge-gorge par exemple, et puis jusqu'à fin juillet pour permettre aux derniers oiseaux, qui sont souvent des oiseaux qui sont arrivés d'Afrique en avril ou en mai, donc des migrateurs, de se reproduire complètement. Sachant que pour certaines espèces, par exemple la mésange charbonnière, qui est un oiseau très commun chez nous, il y a une première reproduction, on va dire en avril, et une deuxième reproduction au mois de juin. Donc ça veut dire que la période de reproduction est assez étalée, et c'est pour ça qu'on recommande de garder les cisailles dans l'abri jardin jusqu'à fin juillet. Une dernière question qui concerne un document, c'est toujours sur LPO Actualité, et ça concerne les jeunes rapaces nocturnes. Notre question: vous arrive-t-il de trouver des chouettes ou des hiboux sans vie? En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, beaucoup d'espèces de chouettes et de hiboux quittent le nid avant de savoir très bien voler. Souvent, ils se perchent sur des arbres à proximité du nid et les parents continuent à les alimenter parce que dès que la nuit tombe, les poussins ont un cri de rappel pour signaler leur position aux parents et les parents continuent à les nourrir pendant encore parfois une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. Et donc c'est un moment qui est très propice pour les ornithologues pour identifier les endroits où il y a eu des nidifications, parce que dès qu'on arrive le soir, eh bien il suffit d'écouter. Si on connaît ces cris particuliers à chaque espèce, des jeunes qui rappellent aux parents qui sont là et qui sont faim, eh bien on arrive très vite à savoir que le jardin est occupé par un hibou moyen-duc, par exemple. Et simplement, ces oiseaux, c'est leur habitude, c'est-à-dire que presque tout le temps, dans les nichés, ils quittent le nid avant de savoir voler, se posent sur les arbres voisins et continuent à se faire nourrir par les parents. Donc ils sont pas sans vie, simplement c'est une période assez critique parce que moi je vous parle du cas, on va dire, qui est le plus favorable, où il se pose sur un arbre juste à côté et là il va être nourri par ses parents encore pendant 15 jours ou 3 semaines. Mais s'il se pose par terre, eh bien il devient vulnérable parce que c'est un oiseau qui sait toujours pas voler et qui ne connaît pas encore ses prédateurs. Et là il peut être mangé par exemple par un chat, par un chien, par un renard et disparaître. Et puis, il peut aussi, et ça arrive très souvent, être récupéré par un homme qui dit « Oh, un bébé chouette !» Eh bien, vite, je le récupère, j'essaye de le nourrir. Et en général, ça marche pas parce que c'est pas quelque chose qu'on peut improviser. Et puis, quelque part, c'est quelque chose qui est aussi interdit par la loi parce que ce sont des oiseaux qui sont protégés. Ou alors, je le ramasse et je l'amène sur un centre de soins pour qu'on le sauve. Et au centre de soins, on va vous dire immédiatement, mais en fait, il ne fallait pas le ramasser et nous l'amener, il fallait juste le ramasser et le remettre sur un arbre à proximité
juste pour qu'il soit pas accessible aux chiens et aux renards, parce que dans un arbre à proximité, il continuera à être nourri par ses parents jusqu'à ce qu'il soit indépendant. Et donc le message à faire passer, c'est ça. Pour les petites chouettes ou les petits hiboux qu'on trouve par terre au mois de mai et au mois de juin, parce que dans notre département, c'est à ces moments-là qu'on va trouver ces oiseaux, il ne faut surtout pas les prendre chez soi, surtout pas les ramener en centre de soins. Il faut juste, dans la mesure du possible, attraper l'oiseau et le remettre sur une branche ou sur un arbre à proximité. Voilà. Et les parents se débrouilleront pour le retrouver, parce que dès que la nuit va tomber, le poussin va émettre ses cris particuliers pour signaler sa position à ses parents. Y a-t-il d'autres oiseaux en voie de disparition ? Oui. On a tendance à imaginer les oiseaux en voie de disparition lorsque je parle des aigles. Par exemple, dans notre département, dans l'Ain, on a, je crois, 3 couples d'aigles royaux, peut-être 4. Donc, c'est très très peu pour un grand département comme chez nous. Donc là, immédiatement, on se dit, ah oui, les aigles royaux, c'est des oiseaux très rares. Et puis, on a découvert que finalement, lorsqu'on parlait du moineau domestique, qui est donc une espèce très très commune, on n'était pas capable de savoir si c'était une espèce qui était en augmentation ou en diminution. Et dans les années 90, le Muséum d'histoire naturelle à Paris a préparé un protocole que peuvent suivre tous les ornithologues de terrain et tous les observateurs pour voir comment évoluer les espèces d'oiseaux, y compris les oiseaux communs. Un aigle royal, il y en a 4, on sait les compter. Il faut faire beaucoup de terrain dans la montagne, mais on arrive à savoir combien il y a de couples. Mais le moineau domestique, qui était présent, on va dire, dans tous les villages, personne ne savait s'il était plus abondant ou moins abondant. Et grâce à ce protocole, qui vise à étudier les espèces communes et pas les espèces très très rares, eh bien on s'aperçoit que beaucoup de nos espèces communes sont en train de disparaître. Par exemple, un oiseau qui est très commun, qui vit dans les villages et qui s'appelle le serin cygni, un proche cousin des canaris domestiques, ce serin cygni, il a perdu 60% de ses effectifs. Alors qu'il y avait 10 serins cygni dans un village, eh bien aujourd'hui il n'y en a plus que 4. Donc c'est vraiment dramatique. Et donc il y a beaucoup de ces espèces communes qui ont perdu beaucoup d'effectifs. Oui, on a un véritable effondrement. Et c'est d'autant plus vrai pour les espèces qui vivent dans le milieu agricole, puisque dans le milieu agricole, on assiste à une forte modification du milieu avec par exemple l'arrachage des haies, on en parlait tout à l'heure, et avec l'utilisation d'insecticides qui font que toute la chaîne alimentaire est empoisonnée puisqu'il y a quasiment plus d'insectes. Et donc là, toutes les espèces du milieu agricole sont vraiment en voie de disparition. Eh bien, merci beaucoup Thierry Langan d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un immense plaisir pour nous de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous. Ouais, bonne continuation à vous aussi et continuez à se sensibiliser pour la biodiversité, c'est important. Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontzell en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.